Je pousse la porte du grenier en tremblant. La poussière me brûle les yeux. Et c'est là que je le vois. Un vieux carton, abîmé, caché derrière des valises. Je l'ouvre sans réfléchir. À l'intérieur, un cahier noir, fermé avec un vieux élastique cassé. Mon cœur s'arrête quand je lis son nom sur la première page. C'est son journal intime. Je devrais le refermer. Je devrais le laisser là. Mais mes mains ne m'écoutent plus. Je tourne la première page et la première phrase me détruit déjà. Si un jour il lit ceci, il ne me pardonnera jamais. Je reste figé, parce que je comprends que toute ma vie vient peut-être de changer en une seule seconde. J'ai 74 ans aujourd'hui, et quand je repense à ma vie, j'ai longtemps eu l'impression d'avoir suivi un chemin simple, stable et presque évident. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire, mais quelque chose de solide, construit avec le temps et les années. Pendant 52 ans, j'ai été marié à la même femme, Claire. Je l'ai rencontrée quand nous étions encore très jeunes, à une époque où nous n'avions ni argent, ni véritable plan pour l'avenir. Pourtant, malgré tout cela, nous avions cette conviction étrange et silencieuse que nous pouvions construire quelque chose ensemble. Claire était différente des autres femmes que je connaissais. Elle parlait peu, mais elle observait beaucoup. Elle avait un regard calme, parfois presque distant, mais qui, à l'époque, me donnait un sentiment de sécurité. Je pensais simplement qu'elle était réservée, que c'était une partie de sa personnalité, et je n'ai jamais cherché à aller plus loin. Avec les années, nous avons construit une vie simple, mais stable. Nous avons travaillé dur, acheté une maison, élevé nos enfants, et suivi cette routine que beaucoup de couples finissent par adopter sans vraiment s'en rendre compte. Au début, nous parlions de tout. Nous partagions nos journées, nos pensées, nos inquiétudes. Puis, progressivement, sans que je sache exactement quand cela a changé, nos conversations sont devenues plus courtes, plus pratiques, plus silencieuses. Ce n'était pas une rupture, ni même une crise. C'était quelque chose de beaucoup plus discret. Une évolution lente, presque invisible, qui transforme deux personnes sans qu'elles s'en aperçoivent vraiment. Nous vivions ensemble, mais pas toujours dans le même monde. Claire n'était pas froide, mais elle gardait toujours une certaine distance émotionnelle. Il y avait une partie d'elle que je n'arrivais pas à atteindre, comme si une porte restait toujours fermée, quoi que je fasse. Parfois, le soir, je la voyais perdue dans ses pensées, regardant dans le vide avec une expression que je ne comprenais pas. Je lui demandais souvent à quoi elle pensait, et elle me répondait presque toujours la même chose, avec un léger sourire, à rien. C'était une réponse simple mais définitive, qui mettait fin à la conversation. Et moi, je n'insistais jamais parce que je pensais que c'était normal, que chacun avait son jardin secret et que cela faisait partie d'une relation de longue durée. Avec le temps, j'ai cessé de remarquer ces détails. On s'habitue à tout, même à ce qu'on ne comprend pas entièrement. On finit par accepter des silences, des absences, des comportements qui, au début, auraient peut-être éveillé des questions. Il lui arrivait parfois de partir seule sans que cela ne me paraisse étrange. Elle me disait qu'elle allait voir une amie, qu'elle avait quelque chose à régler ou qu'elle rentrerait tard. Ces explications me suffisaient parce que je n'avais aucune raison de douter d'elle. La confiance, après des décennies de vie commune, devient quelque chose de presque automatique. Elle ne se questionne plus, elle s'impose comme une évidence. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Je ne posais pas de questions parce que je pensais que je connaissais la femme avec qui je vivais. Je pensais savoir qui elle était, ce qu'elle ressentait et ce qu'était notre relation. Avec le recul, je réalise que je vivais dans une version très confortable de la réalité, une version stable et rassurante, mais peut-être incomplète. Parce que la vérité ne se montre pas toujours clairement, elle se cache souvent dans les silences, dans les détails que l'on choisit d'ignorer et dans ces moments où l'on préfère ne pas voir ce qui pourrait tout changer. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai passé plus de 50 ans à ne pas voir. Tout a réellement basculé après sa mort.
Il n'y a pas eu de scène dramatique, ni de dernière parole mystérieuse, ni de révélation soudaine au moment de partir. Sa disparition a été calme, presque silencieuse, fidèle à la manière dont elle avait vécu pendant toutes ces années. Un matin, elle n'était simplement plus là, et avec elle, une partie entière de mon existence s'est effondrée sans bruit. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si je traversais une réalité qui ne m'appartenait pas vraiment. Entre les démarches administratives, les appels de la famille, les visites et les condoléances, je n'avais pas le temps de m'arrêter pour penser. J'avançais mécaniquement, en faisant ce qu'il fallait faire, sans vraiment ressentir ce qui était en train de se passer. Mais après quelques semaines, tout s'est arrêté. La maison est redevenue silencieuse. Un silence lourd, inhabituel, presque oppressant. Chaque pièce semblait différente, comme si son absence avait changé la structure même des lieux. Les objets étaient toujours là, mais ils n'avaient plus le même sens. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ranger ses affaires. Je ne cherchais rien de particulier. Au contraire, j'essayais d'éviter les souvenirs trop forts. Chaque vêtement, chaque objet, chaque détail avait le pouvoir de raviver quelque chose en moi que je n'étais pas prêt à affronter. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas laisser les choses telles quelles indéfiniment. Un après-midi, presque sans réfléchir, je suis monté au grenier. C'était un endroit que nous utilisions rarement, un espace rempli de vieux cartons, de souvenirs oubliés et d'objets que l'on garde sans vraiment savoir pourquoi. La lumière y entrait à peine, filtrée par une petite fenêtre poussiéreuse, et l'air était lourd comme si le temps lui-même y était resté bloqué. Je déplaçais les boîtes lentement, sans objectif précis, simplement pour m'occuper l'esprit. Puis, au fond, derrière plusieurs valises anciennes, j'ai remarqué un carton différent. Il était plus usé que les autres, plus fragile, comme s'il avait été ouvert et refermé de nombreuses fois avant d'être finalement caché. Ce détail, presque insignifiant, a suffi à attirer mon attention. Je me suis approché. Je l'ai pris entre mes et pendant quelques secondes, je suis resté immobile, sans vraiment savoir pourquoi. Puis je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Quelques papiers anciens, jaunis par le temps, et au milieu, un cahier noir, fermé avec un élastique usé. Quand je l'ai pris, j'ai immédiatement reconnu son écriture sur la première page. C'était à elle, sans aucun doute. Un journal intime. À cet instant, j'ai hésité. Une partie de moi savait que je ne devrais pas aller plus loin, que ce carnet contenait probablement des pensées personnelles, des choses qui ne m'étaient pas destinées, que lire ces pages serait une forme de trahison, même après sa mort. Mais une autre partie de moi refusait de le reposer, parce qu'elle n'était plus là, parce que c'était peut-être la seule chose qu'elle avait laissée derrière elle, et surtout, parce que je ressentais déjà, sans pouvoir l'expliquer, que ce cahier n'était pas anodin. J'ai retiré lentement l'élastique. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la première page. Les premières lignes étaient simples, presque banales. Elle parlait de sa journée, de choses ordinaires, de pensées sans importance apparente. Pendant un instant, j'ai cru m'être trompé, et j'ai presque ressenti une forme de soulagement. Mais ce sentiment n'a pas duré. Plus j'avançais dans les pages, plus son ton changeait. Ses mots devenaient plus intimes, plus lourds, comme si elle écrivait non pas pour se souvenir, mais pour se libérer de quelque chose qu'elle ne pouvait dire à personne. Je continuais à lire, page après page, incapable de m'arrêter. Puis je suis tombé sur une seule phrase. Mais elle a suffi à tout faire basculer. Si un jour il lit ceci, il ne me pardonnera jamais. Je me suis figé. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, lentement, en essayant d'en comprendre le sens. Mon cœur battait plus vite. Une sensation étrange, presque instinctive, m'a traversé. Ce n'était plus de la curiosité. C'était devenu une nécessité. À partir de cet instant, je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière.
Je devais continuer, je devais comprendre, même si, au fond de moi, une peur grandissait déjà, celle de découvrir une vérité que je n'étais peut-être pas prêt à affronter. Au début, j'ai essayé de me convaincre que cette phrase ne signifiait rien de grave. Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une exagération, d'un moment de doute, d'une pensée écrite sous l'effet d'une émotion passagère. Après tout le monde écrit des choses qu'il ne pense pas vraiment, surtout dans un journal intime. Mais malgré ces tentatives pour me rassurer, quelque chose en moi refusait d'y croire. Il y avait une tension dans ces mots, une gravité que je ne pouvais pas ignorer. Alors j'ai continué à lire. Les pages suivantes semblaient normales au premier regard, mais très vite, des détails ont commencé à apparaître. Des petites choses, presque insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, formaient une réalité que je ne reconnaissais pas. Elle parlait de soirées, de moments où elle se sentait libre, de lieux où je n'étais pas. Au début, je me suis dit que je devais simplement avoir oublié. Après tout, 50 ans de vie commune, cela laisse forcément des zones floues, des souvenirs qui s'effacent ou se mélangent. Mais plus j'avançais, plus cette explication devenait fragile. Certaines descriptions étaient précises, trop précises pour être de simples impressions. Elle évoquait des conversations, des regards, des émotions profondes, des choses qui ne correspondaient à rien de ce que nous avions vécu ensemble, du moins pas de la manière dont je m'en souvenais. Puis un nom est apparu, un prénom, court, simple, mais répété plusieurs fois. Au début, je n'y ai pas prêté attention, puis je l'ai revu, encore et encore, toujours le même, écrit dans différents contextes, mais avec une intensité particulière. Ce n'était pas un simple souvenir. Ce n'était pas un collègue mentionné par hasard. C'était quelqu'un d'important. Je me suis arrêté de lire pendant quelques secondes. J'ai fixé la page, essayant de comprendre pourquoi ce prénom me dérangeait autant. Je n'avais aucun souvenir d'un homme portant ce nom dans notre entourage proche. Et pourtant, dans ces mots, il semblait occuper une place que je ne pouvais pas ignorer. J'ai repris la lecture, plus lentement, plus attentivement, et c'est là que j'ai commencé à remarquer les phrases, des phrases que je n'avais jamais entendues de sa bouche. Je me sens vivante quand il est là. Avec lui, tout semble plus simple. Il me voit vraiment. Chaque mot me frappait avec une précision douloureuse. Parce que ce n'était pas seulement la présence de cet homme qui me troublait, c'était la manière dont elle parlait de lui. Il y avait une chaleur dans ses mots, une sincérité, une intensité émotionnelle que je ne reconnaissais pas dans notre vie, à nous. Je me suis redressé lentement, comme si mon corps essayait de fuir ce que mon esprit refusait encore d'accepter. Une question s'est imposée à moi, simple, brutale. Est-ce que ma femme avait aimé quelqu'un d'autre? Je voulais dire non. Je voulais rejeter cette idée immédiatement. Mais les pages devant moi racontaient une autre histoire. Une histoire que je n'avais jamais vue. Ou peut-être que je n'avais jamais voulu voir. J'ai continué à lire. Elle décrivait des moments partagés avec lui. Pas forcément des choses physiques, mais des instants chargés d'émotions. Des regards échangés, des silences compris, des connexions invisibles mais puissantes. C'était pire que ce que j'aurais imaginé, parce que ce n'était pas simplement une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était quelque chose de construit, de vécu, de ressenti. Et moi, pendant tout ce temps, j'étais là, présent dans sa vie, mais absent de cette partie d'elle. Plus j'avançais, plus une réalité difficile à accepter prenait forme. Je n'étais peut-être pas l'homme qui la faisait se sentir vivante, pas complètement, pas toujours. Et cette idée, à elle seule, suffisait à fissurer tout ce que je pensais savoir sur notre mariage. Ce n'était pas encore une preuve de trahison, pas officiellement, mais ce que je lisais était déjà suffisant pour comprendre une chose essentielle. Je ne connaissais pas toute la vérité, et peut-être que je ne l'avais jamais connue. À partir de ce moment-là, je ne lisais plus comme avant.
Je ne cherchais plus simplement à comprendre ses pensées ou ses émotions. Je cherchais des preuves, des confirmations, quelque chose de concret qui pourrait donner un sens à tout ce que je venais de découvrir. Et plus j'avançais dans le journal, plus une réalité dérangeante prenait forme. Ce n'était pas une simple attirance passagère, ce n'était pas un fantasme écrit sur du papier. C'était une vie parallèle, construite en silence, page après page, loin de moi. Elle décrivait des moments précis, des rendez-vous planifiés, des instants où elle se sentait différente, presque transformée. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement ce qu'elle faisait, mais la manière dont elle en parlait. Elle écrivait qu'avec lui, elle devenait quelqu'un d'autre, plus légère, plus vivante, comme si une partie d'elle que je n'avais jamais connue existait uniquement dans ces moments-là. Au début, j'ai essayé de minimiser. Je me suis dit que ces rencontres étaient peut-être rares, exceptionnelles, sans réelle importance. Mais très vite, cette illusion s'est effondrée. Les dates revenaient régulièrement, les descriptions devenaient de plus en plus précises. Elle parlait de lieux que je connaissais, de périodes où je pouvais situer exactement où j'étais pendant qu'elle, de son côté, vivait autre chose. C'est à ce moment-là que les souvenirs ont commencé à remonter, des détails que j'avais oubliés, des absences que je n'avais jamais questionnées, des soirées où elle rentrait plus tard que prévu, des week-ends où elle disait partir voir une amie. À l'époque, rien ne m'avait semblé suspect. Aujourd'hui, tout prenait un autre sens. Chaque explication, chaque excuse, chaque petit mensonge anodin devenait une pièce d'un puzzle que je n'avais jamais cherché à assembler. Je me suis rendu compte que j'avais accepté beaucoup de choses sans jamais poser de questions, par confiance, par habitude, ou peut-être par peur de découvrir quelque chose que je n'aurais pas su gérer. Dans ses écrits, elle ne montrait presque aucun doute, pas de panique, pas de regret immédiat. Au contraire, elle semblait consciente de ce qu'elle faisait, comme si cette double vie faisait partie d'elle depuis longtemps. Elle expliquait qu'elle avait appris à compartimenter, à séparer les deux mondes. D'un côté, sa vie officielle, stable, organisée, avec moi, les enfants, la maison. De l'autre, une existence cachée, plus intense, plus imprévisible, mais aussi plus risquée. Et le plus troublant, c'est qu'elle semblait parfaitement à l'aise avec cette séparation, comme si elle vivait deux vérités en même temps, sans que l'une ne détruise l'autre. Moi, je pensais vivre avec une seule personne. En réalité, j'en connaissais peut-être seulement la moitié. Plus je lisais, plus un sentiment étrange grandissait en moi. Ce n'était pas seulement de la colère, ni même de la tristesse pure. C'était une forme de vertige, comme si toute ma réalité se déplaçait légèrement, juste assez pour devenir instable. Je repensais à toutes ces années, à tous ces moments que je croyais partager avec elle, et je me demandais combien d'entre eux étaient réellement sincères. Combien de fois avait-elle été là, physiquement présente, mais ailleurs dans son esprit? Combien de conversations avaient été superficielles, simplement pour maintenir l'équilibre? Dans certaines pages, elle écrivait qu'elle se sentait coupable. Mais cette culpabilité semblait distante, presque abstraite. Elle apparaissait, puis disparaissait, comme si elle n'était jamais assez forte pour l'arrêter. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une phrase qu'elle a écrite plusieurs fois, sous des formes différentes. Je ne peux pas abandonner l'un sans perdre l'autre. Cette phrase a tout résumé. Elle ne voulait pas choisir. Elle voulait garder les deux, sa vie avec moi et sa vie avec lui. Et pendant toutes ces années, elle a réussi, sans que je ne voie rien, sans que je ne soupçonne quoi que ce soit. À cet instant précis, en refermant quelques secondes le journal, une pensée m'a traversé l'esprit. Simple, brutale et impossible à ignorer. Si elle avait réussi à cacher cela pendant des années, qu'est-ce que je n'avais pas encore découvert?
Je pensais déjà avoir compris le pire. Après tout ce que je venais de lire, je croyais avoir atteint une limite, un point où plus rien ne pourrait vraiment me surprendre. J'avais accepté, ou du moins essayé d'accepter, l'idée qu'elle avait vécu une autre relation, une autre vie émotionnelle en parallèle de la nôtre. Mais je me trompais. Il restait encore quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui n'allait pas seulement remettre en question notre mariage, mais toute ma vie. C'est arrivé presque par hasard. Je tournais les pages, lentement, fatigué, vidé, avec cette sensation que chaque nouvelle ligne m'éloignait un peu plus de la réalité que j'avais connue. Puis, je suis tombé sur une page plus ancienne que les autres, une date qui remontait à plusieurs décennies, bien avant aujourd'hui, bien avant que nos enfants ne deviennent adultes. À cette époque, nous étions encore en train de construire notre famille. Je me suis arrêté un instant. Quelque chose dans la manière dont elle avait écrit cette page me semblait différent, plus hésitant, comme si chaque mot avait été difficile à poser. J'ai commencé à lire. Les premières lignes parlèrent de peur, d'incertitude, d'un doute qu'elle n'arrivait pas à chasser. Puis cette phrase est apparue, courte, brutale, impossible à interpréter autrement. Je ne suis pas certaine que cet enfant soit de lui. Je me suis figé. Mon regard est resté bloqué sur ces mots, incapable d'aller plus loin. Pendant quelques secondes, je n'ai plus rien ressenti, comme si mon esprit refusait simplement de comprendre. Puis la réalité m'a frappé d'un seul coup, violente, directe. Cet enfant. Elle parlait de notre enfant, de notre famille, de ce que j'avais toujours considéré comme une évidence absolue. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai relu la phrase, encore et encore, en espérant, inconsciemment, avoir mal compris. Mais il n'y avait aucune ambiguïté, aucune autre interprétation possible. Elle doutait, et ce doute suffisait à tout détruire. Tous les souvenirs ont commencé à défiler dans ma tête. La naissance, les premiers pas, les années passées ensemble, les moments où j'avais été là, en tant que père, sans jamais imaginer une seule seconde que quelque chose pouvait être différent. Et soudain, tout devenait fragile, tout devenait incertain. Je ne savais plus ce qui était réel. Je ne savais plus ce qui avait été construit sur la vérité ou sur un mensonge. J'ai continué à lire, malgré moi, comme si une force invisible m'obligeait à aller jusqu'au bout. Elle écrivait qu'elle avait eu peur, qu'elle n'avait jamais su, qu'elle avait choisi de ne rien dire, de laisser le temps passer, de construire une vie autour de cette incertitude. Elle expliquait qu'elle avait essayé d'oublier, de se convaincre que cela n'avait plus d'importance, que ce qui comptait, c'était la famille, la stabilité, les années qui passaient. Mais ces mots trahissaient autre chose, une inquiétude persistante, une question jamais vraiment résolue. Et moi, pendant tout ce temps, j'avais vécu dans une certitude totale, une certitude qui, en quelques lignes, venait de disparaître. Je me suis reculé légèrement, comme si le journal lui-même était devenu dangereux, comme si ces pages avaient le pouvoir de détruire tout ce que je pensais être ma vie. Une pensée m'a traversé, terrifiante. Est-ce que j'avais élevé un enfant qui n'était peut-être pas le mien? Je ne voulais pas poser cette question. Je ne voulais même pas y penser. Mais elle était là, impossible à ignorer. Et plus j'y réfléchissais, plus elle prenait de place. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison. C'était une remise en question totale de mon identité, de mon rôle, de mon passé. À cet instant, j'ai compris quelque chose. Ce journal n'était pas simplement une collection de secrets, c'était une vérité complète, une vérité que je n'avais jamais connue, et peut-être une vérité que je n'aurais jamais dû découvrir. Après cette page, je n'étais plus le même. Quelque chose s'était brisé en moi, de manière irréversible. Ce n'était pas une douleur violente ou immédiate, mais plutôt une sensation lente, profonde, qui s'installait dans chaque pensée, dans chaque souvenir,
dans chaque certitude que j'avais eue jusque-là. Je suis resté assis pendant longtemps, le journal ouvert devant moi, incapable de tourner la page suivante. Le silence autour de moi était devenu insupportable. Avant, ce silence était simplement l'absence de bruit. Maintenant, il était rempli de questions, de doutes, d'images qui se superposaient et se déformaient dans mon esprit. J'ai fini par reprendre la lecture. Pas parce que je le voulais vraiment, mais parce que je sentais que m'arrêter au milieu de tout ça serait encore pire. Comme si ne pas savoir entièrement la vérité était plus dangereux que de la connaître. Les pages suivantes étaient différentes. Son écriture semblait plus lourde, plus lente, comme si elle-même portait le poids de ce qu'elle avait vécu. Elle parlait de culpabilité, pas une culpabilité explosive, pas un remords qui pousse à avouer, mais quelque chose de plus discret, de plus silencieux. Une forme de tension permanente qu'elle gardait en elle, sans jamais la laisser sortir complètement. Elle écrivait qu'elle avait appris à vivre avec, à ignorer certaines pensées, à repousser certaines questions, à continuer malgré tout, et c'est cela qui m'a le plus troublé. Elle n'avait pas été détruite par ses secrets, elle avait appris à les intégrer dans sa vie, comme si le mensonge faisait partie de son équilibre, comme si dire la vérité aurait été plus dangereux que de la cacher. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la pièce. Je n'arrivais plus à rester immobile. Chaque phrase que je venais de lire résonnait encore dans ma tête. Je repensais à toutes ces années, à tous ces moments où je pensais comprendre ce qu'elle ressentait, à toutes ces conversations où elle semblait présente, attentive, normale. Et maintenant, je me demandais combien de ces moments étaient réels. Combien de fois elle avait souri en pensant à autre chose. Combien de fois elle avait gardé le silence alors qu'elle portait quelque chose d'énorme en elle. Je suis redescendu dans la maison. Tout était à sa place. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout me semblait différent. Les meubles, les photos, les objets du quotidien. Chaque détail me rappelait une vie que je ne reconnaissais plus totalement. Je me suis arrêté devant une photo de famille. Nous étions tous les quatre, souriants, un moment figé dans le temps, avant tout ça, avant que je sache. Je l'ai regardé longtemps, et une question s'est imposée à moi. Était-ce un vrai moment, ou simplement une image construite, maintenue, protégée, pour préserver une illusion? Je suis remonté chercher le journal. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là, pas après tout ce que j'avais déjà découvert. La nuit est tombée sans que je m'en rende compte. Je me suis assis de nouveau, et j'ai continué à lire. Les pages devenaient plus rares, plus espacées, mais chaque mot semblait encore plus lourd. Elle écrivait qu'elle avait souvent pensé tout avouer, plusieurs fois, à différents moments de sa vie, mais qu'elle ne l'avait jamais fait, pas par manque de courage uniquement, mais parce qu'elle pensait que la vérité détruirait tout, la famille, l'équilibre, les années construites. Alors elle avait choisi le silence, un silence long de plusieurs décennies, un silence dans lequel j'avais vécu sans le savoir. Vers la fin, son écriture change encore. Elle devient plus fragile, plus incertaine, comme si le poids de tout ce qu'elle avait gardé en elle commençait enfin à apparaître. Elle écrit qu'elle ne sait plus si elle a fait les bons choix, qu'elle a parfois l'impression d'avoir vécu deux vies en une seule, et que, malgré tout, elle n'a jamais trouvé le bon moment pour dire la vérité. Je me suis arrêté. Le journal était presque terminé. Et moi, j'étais complètement perdu. Je n'étais plus seulement un mari trompé. Je n'étais plus seulement un homme qui découvrait des secrets. J'étais quelqu'un qui devait réapprendre toute sa propre histoire. Et à cet instant précis, une chose m'a frappé. Le plus difficile n'était pas ce que j'avais découvert. Le plus difficile, c'était de comprendre que je ne pourrais jamais lui poser la moindre question. Quand j'ai compris que j'étais arrivé à la fin du journal, je n'ai pas ressenti de soulagement. Au contraire, j'ai eu une sensation étrange,
comme si quelque chose en moi refusait encore que tout soit terminé, comme si, tant que les dernières pages n'étaient pas lues, il restait encore une possibilité que tout cela ne soit qu'un malentendu. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'ai pris une longue respiration et j'ai ouvert la dernière partie. Les pages étaient plus courtes, plus espacées, comme si, avec le temps, elle avait perdu la force d'écrire autant qu'avant. Et pourtant, ce qu'il restait était encore plus lourd que tout ce que j'avais lu auparavant. Elle parlait de la fin, pas de sa mort physique, mais de la fin intérieure de quelque chose, de la fatigue, du poids accumulé pendant des années. Elle écrivait qu'elle avait vécu trop longtemps avec des choses qu'elle n'avait jamais dites, qu'elle avait construit une vie correcte à l'extérieur, mais instable à l'intérieur, une vie où chaque sourire cachait une pensée non dite, chaque silence cachait une vérité repoussée. Je lisais lentement, sans pouvoir accélérer, comme si chaque mot nécessitait un effort physique. Puis je suis tombé sur une phrase qui m'a arrêté. J'espère qu'il ne lira jamais tout ça. Je suis resté immobile. Je connaissais déjà cette idée. Mais cette fois, elle était différente, parce que je l'avais fait. Je lisais exactement ce qu'elle n'avait jamais voulu que je lise. Je continuais. Elle écrivait qu'elle avait souvent imaginé ce moment, le moment où quelqu'un découvrirait tout, où les secrets ne seraient plus protégés. Mais elle espérait toujours que cela n'arriverait pas. Pas par peur de la vérité, mais par peur des conséquences. Parce qu'elle savait que certaines vérités ne réparent rien. Elles détruisent simplement ce qui existe déjà. Plus loin, elle parlait de moi, de notre vie ensemble, de ce que j'étais pour elle. Ces mots étaient étranges, ni totalement froids, ni totalement chaleureux. Ils étaient complexes. Elle écrivait qu'elle m'avait aimé, mais pas toujours de la même manière, pas toujours avec la même intensité, parfois profondément, parfois par habitude, parfois par choix, et parfois simplement parce qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Je me suis arrêté. J'ai fermé les yeux. Je ne savais plus quoi ressentir, ni colère, ni tristesse, juste un vide étrange, comme si mes émotions avaient atteint une limite qu'elles ne pouvaient plus dépasser. Elle écrivait aussi quelque chose sur nos enfants, sur le fait qu'elle avait essayé de préserver l'équilibre, de protéger tout le monde, même au prix de son propre silence. Elle pensait que garder la vérité cachée était une forme de protection. Qu'en ne disant rien, elle empêchait la destruction. Mais en lisant cela, j'ai compris quelque chose de simple. Le silence n'avait rien protégé. Il avait simplement retardé l'inévitable. Je suis arrivé à la dernière page. Elle était presque vide. Quelques lignes seulement. L'écriture était tremblante, comme si elle avait écrit ces mots à un moment de grande fatigue émotionnelle. Si quelqu'un lit ceci un jour, je ne sais pas ce qu'il pensera de moi. Mais je veux qu'il sache une chose. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je suis resté longtemps sur cette phrase, très longtemps. Puis, j'ai refermé le journal. Et dans ce geste simple, j'ai eu l'impression de refermer aussi 50 années de vie. Je suis resté assis dans le silence total. La maison était la même. Mais moi, je ne l'étais plus. Je n'étais plus l'homme qui avait vécu dans cette histoire. J'étais l'homme qui venait de la relire entièrement, sans jamais en avoir connu la vérité. Et maintenant, je devais vivre avec quelque chose de bien plus difficile que la découverte elle-même. Je devais vivre avec ce que je faisais de cette vérité, avec les questions sans réponse, avec les souvenirs qui ne changeront plus, avec une vie qui, soudainement, ne ressemblait plus à celle que je croyais avoir vécue. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais plus si j'avais perdu quelque chose, ou si j'avais simplement découvert que je ne l'avais jamais vraiment eu.